Oh, elles vont me manquer. Qui ça? Charlotte Parmentier-Lecoq et Marie-Pierre Védrenne. Il paraît qu'elles vont sauter au prochain remaniement. Je suis deg. Ah ouais, de ouf, ouais. 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 Des grandes femmes. Des grandes femmes. Ouais, merci à elle. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 4 février et des bruits courent au sommet de l'État. Ça piaille, ça murmure. Un mini remaniement serait en cours de préparation. Le Premier ministre nous préparait donc son gouvernement Lecornu 3. Souvenez-vous, le premier avait duré 14 heures en tout et pour tout. Les nominations avaient aussitôt déclenché un tollé, notamment le retour annoncé de Bruno Le Maire, que n'avait pas supporté l'autre Bruno Retailleau. Et c'est d'ailleurs depuis ce moment-là, en septembre dernier, qu'il a quitté le gouvernement avec perte et fracas. Finalement, tout s'est arrangé quelques jours plus tard. Retailleau n'avait pas été rappelé. Lecornu avait trouvé des ministres, essentiellement d'illustres inconnus. Eux, au moins, ils acceptent de s'associer à Macron, même si tout le monde le déteste. Et puis, ils ont le précieux avantage de ne pas être trop irritants pour les quelques figures encore un peu médiatiques qui veulent bien entrer au gouvernement. Alors, on ne donnait pas très cher de leur peau à ces ministres du gouvernement Lecornu 2. Même le chef lui-même n'y croyait pas vraiment. Souvenez-vous, il répétait que c'était un gouvernement de mission qui visait à faire adopter un budget et puis rien de vraiment plus. Qu'une fois la France dotée de ce budget, il aurait rempli son rôle. Et c'est limite s'il n'avait pas déjà posé sa dème en avance sur le bureau de Macron. Et puis finalement, à force d'avoir les mains dans le cambouis politique, on dirait bien que Lecornu s'est pris au jeu. Peut-être même qu'il pourrait envisager de rester jusqu'à la présidentielle. En tout cas, c'est ce qui commence à se murmurer à nouveau. Ça supposerait quand même de tenir encore 15 mois en évitant les embûches et notamment les différentes motions de censure. Rien que sur les dernières semaines, dans le cadre de l'adoption forcée du budget, Lecornu en a vu passer 6. À la manœuvre, la gauche, sans le PS évidemment, et le RN. Mais à chaque fois, Lecornu est passé au travers des mailles et donc il garde son bureau à Matignon. Alors en revanche, certains de ces ministres risquent bien de devoir faire leur carton dans les prochains jours. On ne sait pas encore exactement quand, mais c'est annoncé, à commencer par Rachida Dati, la ministre de la Culture, tellement accaparée par sa course à la mairie de Paris, a annoncé mi-janvier qu'elle allait démissionner de son poste au gouvernement. Toutefois, sans préciser la date de ce départ annoncé, vu l'intensité qu'elle met dans sa campagne pour Paris depuis des mois, on se demande bien où elle trouve encore le temps d'être ministre. C'est quand même fou, comme ces gens aux plus hautes fonctions de l'État ont le temps de cumuler les fonctions. Ça me rappelle Bruno Le Maire qui écrivait des bouquins à n'en plus finir. Vous savez, ces histoires de renflement brun, là. Pendant qu'il était ministre, c'est comme Schiappa aussi, d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, les caissières, elles doivent demander pour aller aux toilettes sur leur temps de travail. Bref, tout va bien. Revenons à Dati. Donc, Rachida Dati va démissionner, mais personne ne sait quand, si ce n'est que ce sera avant le premier tour des municipales, le 15 mars. Avec ça, on est bien avancé. Toujours est-il que ni Lecornu ni Macron ne lui mettent la pression. En revanche, le bruit court que le grand monarque, qui soutient donc la candidature de Dati, bien qu'elle se présente sous la bannière LR, s'impatienterait. Macron trouverait que sa championne est handicapée par la double casquette et qu'elle ne peut pas autant labourer le terrain que ses adversaires. Il voudrait que ça s'accélère, mais en même temps, vous le reconnaissez bien là, le chef de l'État a bien conscience que Dati bénéficie d'un avantage considérable au niveau médiatisation avec son fauteuil de ministre. La temporalité de ce remaniement pourrait donc bien s'étirer, surtout si c'est Rachida Dati qui mène la danse. Alors pour la remplacer, un nom circule cependant déjà, il s'agirait de Catherine Pégard. C'est la conseillère culture de Macron. Elle a aussi été celle de Nicolas Sarkozy en son temps, avant de prendre la tête du château de Versailles de 2011 à 2024. C'est aussi une ancienne journaliste politique qui a notamment passé un bon moment au Point. Elle a les bonnes grâces du président, semble-t-il, et pourrait donc profiter de la défection de Dati pour lui rafler la place. Mais la ministre de la Culture n'est pas la seule à être aux prises avec les prochaines échéances
électorale. 2 autres ministres, bien moins connus, sont aussi sur un siège éjectable à cause des municipales. Il s'agit de la ministre des Sports, Marina Ferrari, et de son collègue à la ruralité, Michel Fournier. Tous deux ont donc des ambitions municipales en Savoie et dans les Vosges. Mais contrairement à Dati, ils n'ont pas exprimé leur volonté de raccrocher les crampons ministériels. Pour autant, Macron et Lecornu pourraient les y contraindre, même si officiellement aucune règle n'a été édictée. Alors les municipales ne sont pas les seules échéances qui approchent et qui peuvent justifier l'ajustement voulu par Lecornu. 2 membres du gouvernement actuel ont exprimé quant à eux des prétentions élyséennes carrément. C'est le cas de Gérald Darmanin qui est actuellement à la justice. Il a encore répété sur LCI ce week-end qu'il n'écartait pas une candidature en 2027. Il y songerait même. Pour lui, il y a cependant urgence à ce que sa famille politique s'entende sur un candidat. Ça fait des mois qu'il plaide pour une primaire de la droite et du centre. Selon lui, elle devrait se tenir avant l'été, mais il reste prudent et évite de trop s'épancher sur la question de la présidentielle. Il martèle d'ailleurs qu'il est pleinement concentré sur sa tâche de garde des Sceaux, comme pour assurer Lecornu et Macron. Alors jusqu'ici, Darmanin joue les indécis face caméra, mais tout porte à croire qu'il est bel et bien dans les starting blocks en off. Et c'est loin d'être le seul pour le compte du bloc central, ou ce qu'il en reste. Pour l'instant, Édouard Philippe est le seul à être officiellement déclaré, mais d'autres sont en embuscade, comme Gabriel Attal, François Bayrou, Elisabeth Borne, Yael Braun-Pivet, ou encore, plus surprenant, tenez-vous bien, Aurore Berger. Ah bah oui, je sais, personne ne l'avait vu venir celle-là. Elle aussi, elle est au gouvernement comme Darmanin, mais avec le portefeuille des solidarités. C'est une macroniste de la première heure, mais plus on l'écoute parler, plus on se demande ce qui la différencie d'une élue RN. Exemple en date. L'antisionisme, ce n'est pas la critique libre de la politique menée par un gouvernement. Chacun est libre, sur ce plateau comme ailleurs, d'avoir l'avis qu'il veut et qu'il entend donner sur la politique menée par le Premier ministre israélien. Et les premiers qui sont critiques, c'est qui ? Ce sont les Israéliens eux-mêmes d'ailleurs. L'antisionisme, c'est quoi ? L'antisionisme, c'est la négation de la légitimité d'Israël à exister en tant qu'État, qui est accessoirement le seul État refuge au monde pour les Juifs. C'est ça qui sera pénalisé. Oui, c'est l'interdiction d'appeler à la destruction d'un État. Mais ce n'est pas des inquiétudes, c'est une volonté d'instrumentalisation d'une proposition de loi par ceux qui n'ont pas envie justement que demain, il n'ait plus le droit, tout simplement, d'appeler à la destruction de l'État d'Israël. C'est quand même le seul État au monde dont on appelle à la destruction. C'est le seul État au monde où on trouve légitime que des parlementaires appellent à sa destruction. Donc il y a une obsession. Il y a une obsession de la part de la France insoumise à l'encontre d'Israël. Et il se trouve qu'Israël est le seul État refuge au monde pour les Juifs. Je pense que les deux ne sont malheureusement pas à dissocier. Et donc, si on veut combattre l'antisémitisme, on combat l'antisionisme, on combat l'islamisme et on combat aussi dans notre pays la France insoumise. Ah bah vraiment, si vous voyez encore une différence avec un Julien Audoul au hasard, mettez un commentaire parce que de mon côté, c'est pas super clair. Enfin, toujours est-il que la jeune ministre semble se sentir apte à la fonction suprême. On est rassuré, elle n'a pas de syndrome de l'imposteur, c'est déjà ça. Tant mieux pour elle, mais tant pis pour nous. En attendant la course à l'Élysée, il se dirait dans les couloirs des ministères que Berger rêverait de remplacer Dati à la culture. Décidément, la place est particulièrement convoitée. Reste cependant à voir si ces deux-là vont faire long feu dans leurs ministères respectifs. Lors de son arrivée aux manettes, Sébastien Lecornu avait exigé de la part de ses ministres de ne pas avoir ce type d'ambition. D'ailleurs, Darmanin, lors de son maintien dans le gouvernement en octobre dernier, avait dû donner quelques gages pour rassurer son nouveau chef. Il avait notamment mis en sommeil son micro-parti populaire et s'était mis en retrait de ses fonctions à Renaissance. Mais tout ça, on ne sait pas vraiment jusqu'à quand ça tiendra. Et puis, comme dans tout bon remaniement, il y aura évidemment des dommages collatéraux. Alors déjà, il y en a une qui a tout bonnement annoncé son intention de quitter le gouvernement. C'est Charlotte Parmentier-Lecocq, la ministre chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Elle voudrait retrouver les bancs de l'Assemblée. Officiellement, c'est parce que son suppléant est engagé dans les élections municipales, encore un. Et donc, ce dernier ne pourra pas cumuler le poste de député et de maire
s'il est élu. Donc la titulaire préfère reprendre sa place. Et puis il y a aussi les ministres qui n'ont pas vraiment les bonnes grâces des deux patrons. C'est le cas, par exemple, de Marie-Pierre Védrenne. Alors oui, je sais, vous n'avez aucune idée de qui c'est, mais figurez-vous que ce n'est rien de moins qu'une ex-eurodéputée et l'actuelle ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Alors elle n'a pas vraiment fait le plus grand effet au sein du gouvernement parce qu'elle s'est permise de pas être d'accord. Imaginez un peu. En l'occurrence, elle a critiqué la naturalisation de Georges Clooney en fin d'année. Pour elle, ça n'envoyait pas le bon message. Manque de bol, c'était une grande idée de son collègue Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, au nom de, je cite, l'action émérite de l'acteur américain au rayonnement de la France. Voilà, bon. Forcément, l'avis de Marie-Pierre Védrenne n'est pas très bien passé. Et pour ne rien arranger, il semblerait qu'elle ne fasse pas non plus le poids face à la représentation nationale, notamment lors des questions au gouvernement. Ses réponses sont régulièrement perçues comme légères, au point d'avoir provoqué les railleries du député RN Sébastien Chenu. Et ça sent le roussi à très court terme pour Marie-Pierre Védrenne. On pourrait aussi voir valser Monique Barbu, en charge de la transition écologique. Vous savez, c'était la caution de gauche du gouvernement Lecornu 2, soi-disant parce qu'elle est passée par WWF. Bon, comme prévu, on ne s'est pas vraiment rendu compte de son apport, ni de sa soi-disant inclinaison à gauche. Il semble d'ailleurs qu'elle ne soit pas très à l'aise dans sa fonction de ministre, puisqu'elle dit, à qui veut bien l'entendre, qu'elle serait plus utile en coulisses. Alors nous, on n'avait pas vraiment remarqué qu'elle prenait une quelconque lumière ces derniers mois. Mais enfin, soit. Voilà pour le tour d'horizon de ce remaniement à venir. Non, pardon, de cet ajustement, comme l'appelle Lecornu. En coulisses d'ailleurs, le Premier ministre s'apprêterait aussi à faire le ménage dans son propre cabinet et à se séparer de quelques conseillers. Encore un indice que le Premier ministre, qui a eu la démission facile à ses débuts, semble désormais bien décidé à s'installer durablement à Matignon, au point de se projeter jusqu'en 2027 avec une feuille de route réduite à quelques sujets consensuels, semble-t-il souffler, et surtout une ligne de conduite claire, ne prendre aucun risque pour tenir jusqu'au bout de l'ère Macron. Mais gare aux ministres distraits, le chef du gouvernement les veut concentrés, investis, ancrés dans le présent, pas déjà en campagne, ni le regard tourné vers l'avenir. Point positif pour lui, plus le temps passe, plus le risque d'être éjecté par les oppositions s'amenuise. Ça, c'est ce que disent certains observateurs. Ces derniers estiment qu'une dissolution qui viendrait percuter les municipales ou la présidentielle serait un pari un peu trop explosif. 15 mois, ça passe vite, surtout quand on n'a pas moins de 3 échéances électorales déjà au programme. Entre les municipales, les sénatoriales et la présidentielle, le calendrier s'emballe et les prochains mois s'annonce particulièrement intense politiquement. Et pendant ce temps-là, à défaut de transformer le pays, tout indique que l'exécutif sera surtout occupé à sauver sa peau. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître un peu les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, sans vous, pas de récap. Pas même de médias tout court. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons évidemment besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et vous le savez, vous pouvez nous retrouver chaque jour sur Molotov, sur Free, mais bientôt également sur Orange. C'est à partir de demain, canal 235. On vous y attend.
On continue ce récap avec un point sur le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés du Front National. Hier, le parquet a requis 4 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen. Si ces réquisitions étaient suivies, la présidente du RN à l'Assemblée nationale ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Les juges ne s'intéressent pas au sort des hommes et des femmes politiques. Ils jugent d'abord les faits pour savoir si ces faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale et si tel est le cas, de prononcer une peine, a déclaré ce matin sur France Inter Marie-Suzanne Lequéot, procureure générale à la Cour d'appel de Paris. Alors pour rappel, Marine Le Pen avait été condamnée en première instance en mars 2025 à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme aménageable, et à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec application immédiate. Les avocats de la défense doivent plaider à partir de demain et jusqu'à mercredi prochain. À Paris, les aides à domicile de l'association privée Antinéa sont en grève reconductible depuis 8 mois. Les travailleuses et travailleurs dénoncent leurs conditions de travail indignes et de graves manquements. Parmi les problèmes soulevés, les salaires versés avec retard lorsqu'ils le sont, l'absence de bulletin de paie, les cotisations sociales non déclarées, les titres de transport non pris en charge ou encore les documents administratifs jamais remis. Malgré leurs alertes répétées, la direction semble rester silencieuse. Ce matin, mes collègues Lisa Lapp et Andrei Manivit sont allés à la rencontre des salariés dans le 20e arrondissement de Paris. Dans notre métier, comme vous pouvez constater, c'est l'aide à la personne, donc tout genre de personnes en difficulté, handicap ou plus. Donc le problème de notre travail, depuis août 2024, notre directeur ne nous déclare plus aux impôts. Et on a à l'USAF d'ailleurs. Et on n'a même plus le bulletin de salaire, normalement. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis en grève, pour que ça change. Parce que là, ça devient de plus en plus difficile pour nous de vivre ainsi, avec un directeur qui, même les rendez-vous, ne veut même pas nous recevoir. Donc c'est un peu compliqué pour nous. On continuera évidemment de suivre la mobilisation dans notre émission, le Journal des luttes, tous les jours du lundi au vendredi en direct à 13h. Et ce matin, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé sur RTL qu'il allait présenter 2 projets de loi pour réformer le système judiciaire. Son premier texte vise à réduire les délais de jugement des crimes. Il comprend notamment une simplification de la procédure et la légalisation du recours à la généalogie génétique. Quant au second texte, il porte sur l'exécution de la peine. Il comprend la restriction du sursis aux primo-délinquants, la suppression de l'aménagement de peine obligatoire, l'expérimentation des ultra-courtes peines de prison ou encore la mise en place d'un numerus clausus dans les maisons d'arrêt pour pallier la surpopulation carcérale. Une première partie des mesures pourrait être ainsi définitivement adoptée avant le 14 juillet. Et on termine ce récap par l'actualité internationale avec un point sur la guerre en Ukraine. Une deuxième série de pourparlers entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis a débuté ce mercredi à Abu Dhabi pour tenter de trouver une solution au conflit. Malgré les discussions en cours, les bombardements russes se poursuivent. Cet après-midi, une attaque dans l'est de l'Ukraine a fait au moins 7 morts et 15 blessés. Tant que Kiev n'acceptera pas les conditions imposées par Moscou, les frappes continueront, affirme le Kremlin. À la suite de cette nouvelle attaque, Donald Trump a affirmé hier qu'il voulait que Vladimir Poutine mette fin à la guerre. De son côté, le président ukrainien a dénoncé ce qu'il considère comme une hypocrisie diplomatique de Moscou. Chaque frappe russe de ce type confirme que l'attitude de Moscou n'a pas changé. Il continue de miser sur la guerre et la destruction de l'Ukraine. Et ils ne prennent pas la diplomatie au sérieux, affirme Volodymyr Zelensky.
Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez la possibilité de nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez évidemment aussi parler de nous autour de vous et ça nous aide déjà beaucoup. Nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7, ainsi que sur la télé d'Orange pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.